Bien, mesdames, messieurs, mes chers amis, merci d'avoir bravé les rigueurs d'un hiver naissant pour assister à cette conférence sur un sujet qui est un sujet d'actualité, puisqu'on parle beaucoup de responsabilité sociale, de responsabilité sociétale des entreprises, avec une dimension qui accuse encore l'actualité du sujet qui concerne la lutte contre le dérèglement climatique, qui est un des aspects de cette responsabilité sociale ou sociétale. Et il sera quelquefois question de John Kenneth Galbraith, le célèbre économiste américain de milieu du siècle passé, dans la conférence. Et pour amuser un petit peu la partie, pour agrémenter un peu la partie, je voudrais donc commencer peut-être cet exposé par une de ses citations dans un ouvrage qui s'appelle, traduit en français, Voyage dans le temps économique, paru en 1995. Il disait « Peu d'idées reçues sont aussi excessives que les bienfaits de l'air vivifiant des campagnes. » Et donc, nous allons parler quand même de réchauffement climatique de manière un peu plus sérieuse. Comme je vous le disais, c'est un sujet d'actualité. Je l'ai conçu d'une manière générale en parlant de la responsabilité sociétale sous tous ses aspects, avec une focalisation, vous le verrez tout à l'heure, sur le contentieux qui s'appelle climatique, d'où le sous-titre vers un nouveau gouvernement des juges, puisque vous allez le constater, beaucoup de décisions sont rendues sur ce sujet qui témoignent d'une volonté très accentuée de la part de certains juges de s'immiscer dans l'élaboration de principes ou de règles qui devraient être suivis par les entreprises ou par les États en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est donc un débat public, tout le monde en parle, mais c'est aussi un débat qui est au centre de discussions, je dirais, plus scientifiques, techniques, relevant d'une certaine interdisciplinarité sociologique, économique, les sciences de la nature, la science politique, la comptabilité. Nous avons tous, enfin certains d'entre nous en tout cas, ont lu il y a quelques semaines un éditorial de Bruno Coleman concernant la conception d'un nouveau concept comptable, un nouveau concept de bilan qui prendrait en considération les charges en matière climatique, et aussi, bien sûr, et je suis juriste, le droit, puisque c'est dans le droit que finalement se cristallisent les différentes solutions qu'il est possible de donner à ces questions. Alors, je dois évidemment d'abord exprimer ma gratitude à l'égard d'un certain nombre d'auteurs qui ont écrit beaucoup sur ces sujets. S'il y a des milliers de pages de littérature juridique en particulier qui sont écrites depuis un certain temps sur ces matières, il est évidemment impossible de les dépouiller toutes, et donc je dois, exprimer ma gratitude à l'égard de certains auteurs qui ont déjà proposé certaines synthèses, et en particulier le professeur Françoise Tulkens, membre de l'Académie royale de Belgique, ancienne coprésidente de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, à l'occasion du 250e anniversaire de l'Académie, a établi un document qui concerne les droits humains et la justice climatique et qui fait une recension très complète de la littérature et de la jurisprudence applicable sur ce sujet. Elle relate qu'à l'heure actuelle, d'après une recension de l'ONU, il y a près de 1500 contentieux climatiques en cours dans le monde, contre 647 il y a 3 ans. C'est dire que le sujet est en plein développement. Et il y a une littérature spécialisée que je ne peux pas citer, mais sur la base de laquelle je me suis donc fondé pour vous présenter en quelque sorte cette synthèse. Et je vais vous la présenter en 3 parties. On va d'abord essayer de saisir ce que j'appelle l'esprit du temps, particulièrement en ce qui concerne le rôle des entreprises, et plus particulièrement encore des grandes entreprises, emblématiques du capitalisme de marché, par comparaison avec le rôle des pouvoirs publics, des pouvoirs constitués de l'ordre politique et des entités de droit public, sous le couvert desquels ces pouvoirs constitués sont exercés. La question c'est, est-ce que la firme ou la grande entreprise n'est-elle qu'un acteur de l'économie de marché, ou devrait-elle aussi être vue comme une entité politique ou quasi-politique, ce qui donnerait un premier fondement au concept de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, puisqu'il n'est pas douteux par ailleurs que la responsabilité sociale ou sociétale des entités de droit public va de soi, c'est leur raison d'être essentielle sous le couvert de l'intérêt général ou de la notion de service public. L'évolution que je vais vous décrire conclura en effet
sinon à une assimilation de la grande entreprise à une entité politique, au moins, et ce n'est pas mince, vous le verrez, à l'apparition d'un nouveau paradigme qui est reflété dans le triptyque ESG, environnement, social, gouvernance, le ESG promu par beaucoup d'instances internationales et notamment aussi à l'échelle européenne. Ce sera la première partie, essayer de saisir l'esprit du temps et le rôle qui est attribué à l'entreprise, ou que l'on voudrait attribuer à l'entreprise, à la grande entreprise, à l'époque contemporaine. Dans la deuxième partie, je vais essayer d'identifier aussi concrètement que possible les premières réalisations dans lesquelles la notion de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises est déjà traduite. Et je vais prendre pour exemple, bien entendu, le droit des sociétés, puisque c'est cette branche du droit positif qui fournit à l'entreprise économique sa forme juridique et qui définit les contraintes de type juridique auxquelles l'entreprise va être soumise, je dirais, rationnée, personnée, même si par ailleurs, et nous allons le voir avec le contentieux climatique, il y a d'un autre côté une police juridique de l'activité des entreprises, rationnée, matériée, en quelque sorte, sur lequel va se greffer la question de la transformation éventuelle de cette responsabilité sociale ou sociétale qui relève encore de l'éthique en une responsabilité véritablement juridique, ce qui nous conduira à la troisième partie, la question étant ici de déterminer si cette responsabilité qui relève de l'éthique ou de la morale peut se transformer en une responsabilité de type juridique avec toutes les conséquences qui vont s'en suivre sous le couvert de ce que nous appelons, nous juristes, la responsabilité civile ou la responsabilité pénale. Alors, je sais que je ne m'adresse pas à un public de juristes, donc je dois me situer à un certain niveau de généralité pour que le message que je vais essayer de faire passer puisse, comment dirais-je, être compris et surtout vous convaincre. Mais le fait est que le diable est dans les détails et que par conséquent, je vais être amené à entrer dans certains détails de type juridique en vous les exposant de manière suffisamment accessible pour ne pas vous perdre dans d'inutiles conjectures. La matière, vous allez le constater, est d'une extraordinaire richesse, ainsi qu'en attestent les controverses auxquelles donne lieu précisément ce que je disais tout à l'heure, le contentieux climatique, et c'est donc celui-ci que je vais prendre en exemple lorsqu'il s'agira véritablement d'étudier la possible mutation d'une responsabilité éthique en une responsabilité véritablement juridique. Alors la première partie, saisir l'esprit du temps, c'est-à-dire tenter d'identifier où nous en sommes par rapport à d'où nous venons, une évolution observable en 5 temps, vous allez le constater, même si nous savons tous aussi, les historiens le savent plus particulièrement, le découpage de l'histoire en tranches et relève d'un certain artifice. Si l'on prend une vue globale de l'histoire contemporaine ou récente du droit de l'entreprise et du droit des sociétés qui en fournit l'armature pour en saisir l'esprit et voir comment peut se greffer sur cet esprit l'idée d'une responsabilité sociale ou sociétale et sa transformation en responsabilité juridique, je dirais qu'il y a 5 temps. Premier temps que j'appelle l'âge classique, il va de 1873 à 1945, grosso modo. L'idée, c'est que la grande société, la grande entreprise, organisée sous la forme de la société de capitaux, la société par action, les sociétés anonymes, les sociétés cotées, pour grossir un peu le trait, sont introduites un peu par hasard, de manière accidentelle, dans ce que nous appelons le droit des sociétés. Parce qu'une société, dans la conception classique qui remonte au droit romain, c'est un contrat entre 2 ou plusieurs personnes qui mettent quelque chose en commun en vue de l'exploitation d'une activité qui produira un résultat distribuable. C'est donc un contrat, et même un contrat dans lequel la personnalité des contractants est essentielle, joue un rôle majeur. Et on va ainsi un peu par accident, de manière un peu forcée, introduire ce qu'on va appeler la société anonyme dans le droit des sociétés, alors que la société anonyme est un instrument de rassemblement des capitaux pour l'exploitation de grandes entreprises, qui n'a rien à voir avec un contrat. Elle est d'ailleurs anonyme, en ce sens que le personnel social peut changer à tout moment par le jeu de la cession des titres en bourse notamment. Donc, par hasard, la société anonyme est introduite dans le droit civil des sociétés et son principe, en tant qu'instrument de rassemblement des capitaux, au d'état milieu de la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, son principe, c'est qu'elle est destinée
à rémunérer le capital. On va exploiter une activité en vue du partage des bénéfices qui pourra en résulter entre les multiples actionnaires qui peuvent changer d'identité à tout moment, les titres pouvant être en outre cotés en bourse, ce qui va ajouter une dimension de liquidité à la notion de négociabilité qui est propre à ce type de société. De 1873 à 1945, c'est sur ce modèle que le droit des sociétés anonymes, que le droit de l'entreprise va s'organiser et que les responsabilités de l'entreprise vont ainsi être conçues. Vous le verrez, on se trouve en quelque sorte ici en présence d'un antécédent un peu accidentel et inconscient d'un principe dont nous parlerons dans un instant, qui est le principe de shareholders primacy, qui va voir le jour dans les années 90 et qui vise à promouvoir avant tout l'intérêt des actionnaires et l'intérêt de l'investisseur en bourse. Mais donc, 1873-1945, l'âge classique. 1945-1990, si on découpe l'histoire en tranches, ce que j'appelle par commodité, l'âge moderne. L'âge moderne, il est caractérisé par l'observation de plusieurs phénomènes. Je vais en citer 2 ou 3 pour qualifier véritablement ce qu'il représente. D'abord, c'est la faillite de l'Assemblée générale des actionnaires. C'est l'absentéisme, c'est l'observation que l'Assemblée générale est désertée et qu'en définitive, de fait, ce sont les dirigeants, c'est-à-dire le conseil d'administration ou le management, qui prennent les responsabilités et qui gèrent véritablement l'entreprise. Les actionnaires sont désintéressants, autrement que le jour où il est possible de percevoir un dividende. C'est ce que Galbraith appelait, Galbraith que j'évoquais tout à l'heure, la révolution managériale. Les économistes et les sociologues ont observé cette évolution à l'époque que je cite ici, en parlant de révolution managériale. Les juristes vont traduire cette révolution managériale en réservant dans l'organisation juridique du fonctionnement de l'entreprise la prépondérance à l'organe d'administration. Et pour vous en donner une illustration très parlante, en 1968, il y a une directive européenne qui va renverser complètement le système en prévoyant que c'est le conseil d'administration qui a la responsabilité de l'accomplissement de tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de l'entreprise. Alors qu'au départ, évidemment, c'était les actionnaires en tant que propriétaires du capital qui étaient censés donner l'impulsion et avoir le premier et le dernier mot. Parallèlement à cela, apparaît une ébauche de responsabilité sociale ou sociétale, un droit social de l'entreprise, avec les grandes lois sur l'association des travailleurs à la gestion de l'entreprise, en tout cas sous une forme consultative, puisqu'on est loin d'un système de cogestion. Et dans cette période apparaît aussi une conception de ce que nous appelons en droit l'intérêt social. Alors l'intérêt social, ce n'est pas l'intérêt de la société au sens large du terme, c'est l'intérêt de l'entreprise, une conception de l'intérêt de l'entreprise qui va englober désormais l'intérêt de parties prenantes autres que les actionnaires et les associés, l'intérêt des travailleurs, l'intérêt des fournisseurs, l'intérêt des dispensateurs de capitaux, voire l'intérêt de la communauté, de la région ou de l'État ou de la communauté d'État dans laquelle l'entreprise exploite ses activités. On va donc petit à petit passer d'un modèle de shareholdership à un modèle de stakeholdership. Les parties prenantes vont être considérées comme justifiant d'un intérêt qui doit être pris en considération par les managers dans le cadre de la gestion de l'entreprise, mais c'est encore une ébauche à l'époque où je vous parle. Le but ultime, même si on prend en considération l'intérêt des stakeholders, le but ultime restant la distribution d'un profit, la réalisation d'un profit et sa distribution entre les différents actionnaires. Troisième époque, ce que j'ai appelé par commodité encore l'âge postmoderne, qui va de 1990 à 2009. C'est paradoxalement, comme je l'annonçais tout à l'heure, une espèce de retour à l'âge classique. C'est dans les années 90, à la faveur du développement du financement des entreprises par les marchés financiers, par le capital boursier en particulier, que va apparaître le paradigme de la shareholders primacy, promu par ce que Philippe de Haut appelait les Chicago Boys, l'école de Chicago, Friedman et les autres. La responsabilité sociale des entreprises, disait Milton Friedman, c'est de faire des profits.
Alors le mot est devenu un peu valise, on l'a mis à toutes les sauces, on en a sans doute exagéré la portée, mais enfin c'est l'idée. C'est l'idée d'un retour à l'actionnaire. On est passé par un modèle de stakeholdership dans la période moderne. En la période postmoderne, on va retourner à l'actionnaire, un peu dans la vieille idée suivant laquelle l'entreprise est la propriété des capitalistes, la propriété des actionnaires, la propriété de ceux qui font des apports pour lui permettre d'exploiter ses activités. Et parallèlement à cela, on va voir apparaître en Europe et aux États-Unis, en Europe tentant d'imiter les États-Unis, une science nouvelle de la corporate governance qui vise à encadrer la manière dont les dirigeants d'entreprise vont résoudre les problèmes de conflit d'intérêts dans le but de servir au mieux l'intérêt des actionnaires et l'intérêt des marchés financiers qui contribuent au financement des entreprises. C'est très intéressant sur le plan de l'esprit du temps, parce que la Cour de cassation de Belgique, par exemple, dans un arrêt de 1994, une célèbre affaire de l'époque qui s'appelle l'affaire des wagons-lits, en est venu à considérer que le droit financier des sociétés, ou en tout cas certains aspects du droit financier des sociétés, relèvent de l'ordre public. Ça veut dire qu'un actionnaire ne peut pas renoncer, par exemple, à la protection que lui procure le droit financier en matière d'OPA obligatoire. Je ne vais pas entrer dans les détails. Au stade où nous en sommes au niveau de l'esprit du temps, cela veut dire que la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays, considère que le financement des entreprises par les marchés financiers est tellement utile qu'il faut attribuer à cette réglementation la valeur d'une réglementation d'ordre public à laquelle, par conséquent, il est absolument interdit de déroger. Il n'est pas sûr qu'aujourd'hui, elle statuerait encore de la même façon. Et puis vient la crise financière de 2008-2009, bien entendu, et nous allons passer à l'âge que j'appelle altermoderne à partir de 2010. L'âge altermoderne, ça n'a rien à voir avec l'altermondialisme. J'essaie de caricaturer un petit peu les étiquettes pour vous donner une illustration de ces évolutions. L'âge altermoderne, c'est un âge qui va se caractériser par un retour aux parties prenantes, tout simplement. Donc on vit dans une évolution d'aller-retour, un retour aux parties prenantes. On va considérer qu'il faut promouvoir la gestion à long terme, l'investissement à long terme, qu'il faut s'ouvrir aux parties prenantes autres que les actionnaires. Et assez paradoxalement, la Cour de cassation, dans un arrêt de 2013, ne va pas totalement suivre cette évolution, puisque elle va, quant à elle, pour la première fois définir ce que c'est que l'intérêt social qui doit guider les managers. Elle va dire l'intérêt social d'une entreprise, je cite, il est déterminé par le but de lucre collectif des associés actuels et futurs de la société. Le but de lucre collectif des associés actuels et futurs de la société, pas des stakeholders. Mais bon, se rendra compte sans doute, je m'exprime de manière un peu cavalière par rapport à la Cour de cassation, mais nous sommes entre nous, elle se rendra compte sans doute que ça pourrait être mésinterprété à une époque où le stakeholdership revient à l'ordre du jour, et dans le rapport annuel, elle va un tout petit peu corriger cette affirmation en indiquant que, bien entendu, le but de lucre collectif des associés actuels et futurs, il doit prendre en considération l'entreprise dans une perspective de continuité. La notion d'entreprise et de stakeholdership va donc réapparaître dans le commentaire que la Cour de cassation va faire elle-même de sa décision de 2013. Et donc, tout n'est pas noir et blanc. Il est clair que le mouvement profond de cette époque, c'est un retour au stakeholdership, une promotion de l'économie durable et de l'investissement durable, mais il y a encore des petits relents du shareholdership qui apparaissent à l'époque en question. En tout état de cause, et ça va en quelque sorte introduire la cinquième et dernière étape à ce jour, en tout état de cause, ce dont il s'agit, c'est toujours de gérer des conflits d'intérêts ou des intérêts de type monétaire et financier. Il s'agit de rééquilibrer en quelque sorte la manière dont le management et le conseil d'administration et l'Assemblée générale, dans la mesure où elle conserve des pouvoirs, vont affecter les moyens financiers nécessaires à la réalisation des activités de la société et comment les résultats de l'entreprise vont être répartis, tenant compte de ce conflit latent entre les actionnaires et les autres stakeholders, les travailleurs en particulier.
Martin Lipton, qui est un grand avocat new-yorkais, l'inventeur du système des pilules empoisonnées en matière d'OPA, a parlé d'un nouveau paradigme, considérant que il fallait effectivement que la société soit gérée dans la perspective de la répartition de son profit pour le plus grand nombre, aux États-Unis bien sûr, s'agissant plus particulièrement du financement de la retraite des travailleurs. Mais donc, une réouverture des finalités de la société et de l'entreprise aux parties prenantes autres que les actionnaires, mais toujours dans une perspective financière et monétaire. Alors la cinquième étape, celle dans laquelle nous nous trouvons, et sur laquelle se greffe en quelque sorte la problématique de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, la cinquième étape, c'est un nouveau discours. Un discours où on va promouvoir la notion de valeur. On ne va plus parler d'intérêt financier ou d'intérêt monétaire à répartir, on va commencer à s'exprimer en termes de valeur. Un terme de valeur sous le couvert de ESG, environnement, social, gouvernance. On va parler de the society at large, la société tout entière. C'est une nouvelle morale en quelque sorte, ou pour éviter une connotation trop victorienne, une nouvelle éthique de l'entreprise. Dans différents domaines. Dans le domaine fiscal en particulier. Vous avez tous entendu le fait qu'aujourd'hui se trouve fustigé ce que nous appelions traditionnellement le choix de la voie la moins imposée ou le choix de la voie la moins réglementée, c'est-à-dire l'optimisation fiscale par des moyens tout à fait licites, en tirant avantage, il est vrai, des trous que la législation fiscale peut laisser ouverts, sans fraude, sans dissimulation, en acceptant toutes les conséquences des actes que l'on pose. Eh bien, la distinction entre ce fameux choix de la voie la moins imposée et la véritable fraude qui implique dissimulation est de plus en plus, vous l'avez entendu, remise en cause et remise en cause au plus haut niveau, pas seulement dans la rue, mais également auprès de spécialistes, des économistes, des sociologues, des politiques et des juristes. Mais c'est évidemment dans le domaine climatique que cette promotion d'une économie durable va connaître l'écho le plus précis, et on va commencer à parler d'impératifs écologiques qui vont s'imposer à l'entreprise, de devoirs de vigilance ou de principes de précaution, avec de nouveaux conflits de valeurs qui vont apparaître entre E et S, entre les contraintes de l'environnement et les contraintes sociales, les gilets jaunes contre les gilets verts. La gouvernance, G, étant censée être la pratique, l'art de l'alignement des intérêts conflictuels. Et tout cela a évidemment une dimension politique importante avant d'avoir une dimension juridique, une dimension politique reconnue par les analystes, et une dimension politique reconnue ainsi à la grande firme, à la grande entreprise, qui ne date pas d'hier. Et pour remonter un tout petit peu dans l'histoire, et faire apparaître le soubassement sur lequel cette responsabilité sociale se développe, d'un point de vue théorique en particulier, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple est celui de la théorie de la firme selon Coase, un célèbre économiste anglais qui a fait carrière aux États-Unis. En principe, l'entreprise capitaliste, est censée être l'une des actrices principales de l'économie de marché. La loi naturelle du marché, c'est la rencontre de l'offre et de la demande qui, à un moment donné, donne lieu à un certain prix qui est le résultat de la libre concurrence. Au titre de la rencontre sur le marché d'une offre du fournisseur et d'une demande du consommateur avec toutes les déclinaisons et les nuances que cela peut porter. Coase va montrer que la firme est autre chose, que c'est un instrument de soustraction des intérêts qu'elle a en charge de gérer au marché. L'entrepreneur va essayer de diminuer les coûts de transaction en internalisant certaines opérations et en les soustrayant ainsi à la loi du marché. Par exemple, on va non pas
c'est théorique, mais c'est le modèle. On ne va pas, avoir recours au marché pour obtenir la collaboration de fournisseurs de services à tout moment. On va au contraire créer une entreprise et organiser son fonctionnement à partir de contrats de travail avec une certaine durée. On ne sera donc pas soumis à la concurrence du marché de l'emploi à tout moment. Il y a une internalisation des risques au niveau de l'entreprise et c'est un processus d'ICOAS de céphalisation. L'entrepreneur est celui qui va gérer l'entreprise de manière à la soustraire au risque du marché. Bien sûr, à ce moment-là, l'entreprise est toujours sur le marché, même si elle essaie de soustraire certains de ses intérêts à la loi du marché, c'est toujours la loi du marché qui finalement va l'emporter. Donc cette première étape n'est pas véritablement significative du rôle politique de la firme. Mais parallèlement se développe aux États-Unis une autre idée qui va conférer à l'entreprise une dimension politique. C'est l'idée de Galbraith qu'il va développer dans un célèbre ouvrage, Le Nouvel État industriel. L'idée, c'est que les entreprises, les grandes entreprises, sont concurrentes de l'État des pouvoirs constitués de l'ordre politique. Pourquoi ? Parce que la grande entreprise détient un pouvoir de concentration entre ses mains, elle est le résultat d'un phénomène de concentration des pouvoirs, et elle va parvenir à générer un phénomène dit de filière inversée. Ça veut dire qu'elle va elle-même influencer le comportement des consommateurs et que va parallèlement à cette influence de type purement économique se développer une culture d'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, par sa puissance de concentration, va parvenir à imposer aux consommateurs une nouvelle culture également. Et Galbraith, par conséquent, identifie à partir de quelques exemples significatifs l'idée que l'entreprise devient véritablement une entité politique ou quasi-politique concurrente des États. C'est le premier soubassement de l'apparition d'une possible responsabilité, j'allais dire politique, mais je dirais plutôt sociale ou sociétale de l'entreprise par rapport à la société tout entière. Le discours est un peu théorique, je le concède, mais c'est quand même un discours qui offre une prémisse théorique de base au développement de cette responsabilité sociale ou sociétale, qui n'est rien d'autre qu'une responsabilité quasi-politique de la firme par rapport à la société, à la communauté dans laquelle elle exploite ses activités. Alors tout cela, bien entendu, se situe encore dans le ciel des idées générales d'une certaine façon. Et donc, lorsqu'il va falloir concrétiser davantage en quoi peut consister cette responsabilité, qui reste une responsabilité sociale ou sociétale, qui n'est pas encore transformée en responsabilité juridique, il va falloir procéder à certaines sélections. Et il est vrai que lorsqu'on regarde les premières réalisations concrètes auxquelles va donner lieu ce concept de responsabilité sociale ou sociétale, les conceptions, les problèmes, les questions qui sont débattues vont être beaucoup moins théoriques. Je vais vous en donner deux exemples. Le premier exemple concerne la théorie dite de l'actionnaire éclairé. J'ai parlé du shareholders privacy, du stakeholdership, à la fin des années 90, quand la crise financière s'est déclenchée, on va commencer à parler de l'actionnaire éclairé, enlightened shareholder. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'échelle européenne en particulier, on va voir se développer une série d'instruments plus ou moins contraignants, notamment sous la forme de directives, qui vont promouvoir un dialogue avec les actionnaires et, une manière d'éclairer ce dialogue par des obligations d'information et en particulier des obligations d'information non financières. Je ne peux pas citer ici tous les instruments du droit européen qui sont fixés en ce sens, mais l'idée générale, c'est donc que désormais, le rapport de gestion qui doit être présenté annuellement à l'Assemblée générale par le management, par le conseil d'administration, devra comporter non seulement des données comptables et financières, puisque le but de la société, c'est quand même toujours de répartir un profit, mais aussi des informations non financières et des informations relevant de l'environnement, de l'économie durable. Ce ne sont plus des mots, ce ne sont plus des discours théoriques, ce ne sont plus les sociologues ou les économistes qui parlent, c'est le législateur européen en particulier,
le mot économie durable, le mot environnement, le mot développement durable figure en toutes lettres dans les réglementations européennes et dans les législations des États membres qui les transposent. Et c'est ainsi qu'en droit belge, dans le Code des sociétés, dans le Code des sociétés de 2001 et dans le Code des sociétés aujourd'hui de 2019, vous avez des dispositions extrêmement sophistiquées qui détaillent les thèmes sur lesquels les conseils d'administration doivent s'expliquer par rapport à l'Assemblée générale dans le cadre de ce rapport de gestion. L'information non financière. Et cette information non financière, qui commence par conséquent à avoir un statut véritablement juridique, nous sommes dans le domaine des valeurs dont je parlais tout à l'heure, cette information financière, elle est censée éclairer l'actionnaire en vue de sa politique d'investissement. Et nous allons retrouver, s'agissant de la promotion d'une économie verte, la même idée dans des directives et des règlements européens plus récents qui concernent des nomenclatures de critères verts sur la base desquels les entreprises d'investissement doivent éclairer le marché auquel elles proposent des produits financiers, de manière à éviter ce qu'on appelle le greenwashing en particulier. Donc, les valeurs de l'économie durable, au titre de la concrétisation réaliste des grandes prémices dont je viens de vous parler, sont maintenant transposées dans des instruments de portée véritablement juridique, avec une nuance. Avec une nuance, c'est que cette transformation, cette mutation en quelque sorte, à ce titre, de la responsabilité sociale en responsabilité juridique, reste une mutation incomplète. Pourquoi? Parce que parallèlement à ce mouvement, on maintient un principe qui est le principe comply or explain. J'applique ou je m'explique. C'est donc pas encore véritablement obligatoire. Je dois le faire. Je dois fournir de l'information non financière. Mais si je ne produis pas cette information non financière, je ne suis pas sanctionné juridiquement. Il n'y a pas une responsabilité civile juridique qui va s'en suivre, pour autant que je m'en explique et que mon explication soit convaincante, avec des controverses dans le détail desquelles je ne peux pas entrer ici sur la question de savoir selon quels critères le caractère convaincant ou non du explain va permettre d'échapper à la sanction du comply. Mais donc, c'est toujours l'idée d'une certaine liberté qui est ainsi reconnue aux entreprises. Pas toujours d'ailleurs, dans certains domaines, dans le domaine des sociétés cotées, certaines obligations en matière d'information non financière ne bénéficient pas de cette soupape du comply or explain, sont véritablement contraignantes, et elles le sont en particulier en matière de rémunération des dirigeants. L'esprit du temps évolue aussi. Il y a maintenant, sous la pression, sous l'impulsion de l'Union européenne, il y a maintenant un système de règles particuliers concernant la rémunération des dirigeants d'entreprise. Obligatoire dans les sociétés cotées, qui sont emblématiques évidemment du capitalisme de marché. Et ce système de rémunération implique qu'on doit réserver, dans le cas de la politique de rémunération, une certaine fraction au développement durable, au développement non financier de l'entreprise. Et donc là, l'esprit du temps implique que cette valeur de l'économie durable, le long terme, le service à l'environnement et à la société en général, doit être pris en considération dans le cadre de l'attribution d'une rémunération variable aux dirigeants d'entreprise. On n'avait pas pensé à ça il y a 20 ans. Voilà, traduction concrète de l'évolution de l'esprit du temps. Tout cela procède de certains actes de foi. Le premier acte de foi, c'est que l'actionnaire à qui on va rendre compte en assemblée générale va s'intéresser à participer au dialogue que le rapport de gestion ainsi alimenté par des considérations sociétales est susceptible de susciter. Le deuxième acte de foi, en matière d'investissement en particulier, c'est que les investisseurs sur les marchés financiers pourront être sensibles aux considérations non financières au titre de la promotion d'une économie verte que les entreprises d'investissement leur proposent. Ce sont des actes de foi parce que ce n'est pas évident, n'est-ce pas? On ne pense pas qu'on puisse présumer de manière spontanée que le hedge fund ou le fonds de pension américain aura nécessairement en vue la promotion d'une économie durable
et donnera la priorité à ce type de valeur par rapport à la rentabilité financière de l'investissement, particulièrement pour les fonds de pension qui sont par ailleurs en charge de la gestion des retraites de ceux qui leur confient leurs économies. Première manifestation, première réalisation pratique de l'idée d'une responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, première mutation juridique de la responsabilité sociale en une responsabilité juridique avec les tempéraments que je viens de vous indiquer sous l'angle du principe comply or explain en particulier. Deuxième manifestation de cette mutation progressive de la responsabilité sociale en responsabilité sociétale, ce que nous appelons dans le jargon des juristes, mais je vais m'en expliquer, une sorte de déconstruction du principe de la spécialité légale. C'est quelque chose d'encore plus, peut-être plus intéressant et de plus immédiatement parlant en ce qui concerne l'évolution de l'esprit du temps dont je vous parle. En principe, pour nous en tenir à l'essentiel, dans le droit des groupements, il y a deux catégories de groupements. Il y a les groupements non lucratifs et les groupements lucratifs. Il y a, dans notre pays, les associations sans but lucratif, les fondations d'une part, et d'autre part les sociétés, qu'on appelait autrefois les sociétés commerciales. On va entrer dans les détails, il peut s'agir de société civile, peu importe. Une société ne peut être constituée dans le système légal classique, dans le système juridique classique, partagé par tous les pays qui procèdent de notre écosystème, que si son but est de réaliser un profit répartissable entre les associés. Et pourquoi limite-t-on la possibilité de créer une société à cette fin? Eh bien, parce que, de tout temps, l'État a eu peur de la concurrence à laquelle il peut être exposé avec les grandes entreprises, avec les grandes entités que sont les sociétés de capitaux en particulier. Je n'invente rien. De grands juristes, de grands économistes ont identifié ce phénomène dès l'avènement de la société industrielle. On a hésité à reconnaître la personnalité juridique aux grandes entreprises économiques, parce que leur puissance va entraîner une concurrence par rapport à l'État et au pouvoir public. Et donc, pour tenter de maîtriser ce risque, on a utilisé deux moyens. Le premier moyen, c'est le moyen de la concession. L'idée, c'est qu'une société anonyme, une grande entreprise, ne peut se constituer sous la forme d'une société anonyme que si, dans chaque cas particulier, une autorité publique le lui permet. C'est la logique de la concession. Puis on a un peu adouci le système. À la fin du XIXe siècle, on a abandonné cette logique concessionnelle et on l'a remplacée par ce principe de spécialité légale, c'est que vous pouvez constituer votre entreprise en société. Elle bénéficiera de la personnalité juridique uniquement si elle répond à certaines conditions, notamment quant à sa finalité qui doit rester une finalité lucrative. Une finalité lucrative, c'est une finalité qui est dépouillée de toute considération politique ou sociétale générale. Faire du profit ne peut pas faire de la concurrence à l'État qui, quant à lui, est le gestionnaire de l'intérêt général et du service public. Et puis il y a les associations auxquelles on a sur le tard, en quelque sorte, reconnu la personnalité juridique. Il a fallu attendre en Belgique 1921 pour que les associations sans but lucratif puissent disposer de la personnalité juridique. Et ce retard, il est dû à la même appréhension. Les pouvoirs républicains, pour le dire comme ça vient de la Révolution française, le pouvoir républicain craint que des regroupements pour des valeurs sociales, politiques ou morales ne fassent concurrence à l'État républicain, aux valeurs de la laïcité. Et c'est pas un hasard si le mouvement associatif a été promu par la démocratie chrétienne et d'autres mouvements de cette nature, cependant que par ailleurs, chez les socialistes, pour m'exprimer de manière un peu simplifiée, on a promu en parallèle à l'association sans but lucratif le modèle de la société coopérative, qui fait concurrence à la société anonyme.
Donc, de tout temps, il y a eu une crainte de voir des groupements d'origine privée faire de la concurrence à l'État sur le terrain des valeurs, sur le terrain de ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociale ou sociétale. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est un vocabulaire qui change, mais le contenu est le même. Eh bien voilà qu'à l'époque contemporaine, c'est la deuxième réalisation dont je voulais vous entretenir, les choses paraissent complètement bouleversées. Il y a eu une réforme récente du droit belge des sociétés qui se greffe sur des réformes qui existent dans beaucoup d'autres pays, en France en particulier, mais aussi aux États-Unis, qui déconstruit complètement le principe de la spécialité légale en ce sens que désormais, et c'est la disposition introductive d'un code des sociétés réservé aux entreprises, désormais une société peut être constituée dans un but lucratif, mais le but lucratif peut n'être plus, on s'exprime de manière assez nuancée, peut n'être plus que l'un de ses buts. La société doit toujours avoir un but lucratif, mais elle peut aussi poursuivre d'autres buts. Des buts de nature non lucrative, et donc des buts de nature sociale ou de nature sociétale. Et on pense évidemment à des buts intéressants relevant de la protection de l'environnement, la promotion de l'économie durable, par exemple. Ça, c'est une véritable révolution. Ces trois petits mots changent complètement l'image du droit des sociétés et du droit des entreprises en particulier. Et il n'y a pas qu'en Belgique que le phénomène se produit. En France, le président Macron a promu ce qu'on a appelé une loi pacte, un nouveau pacte social ou sociétal avec les entreprises, et dans cette loi pacte, vous avez des dispositions qui prévoient que, effectivement, les sociétés, cette fois-là, doivent être gérées dans le respect de l'environnement. C'est une obligation qui leur est faite en vertu du code civil. Et dans le droit des sociétés commerciales, il est prévu que les sociétés peuvent se doter d'une raison d'être. Alors, si vous lisez les travaux préparatoires, vous aurez de belles phrases sur la distinction entre la raison d'être et la raison d'avoir. Il faut que la société ait autre chose comme but que la simple répartition du profit entre les actionnaires. Et outre les sociétés qui peuvent se doter ainsi d'une raison d'être, on va parler aussi de sociétés à mission. De sociétés à mission sociétale ou mission sociale. Ce sont des sociétés qui se donnent pour but la réalisation d'une finalité sociale ou sociétale plus précise. Aux États-Unis, on parle de benefit corporation. Vous voyez que le monde change sur des questions tout à fait fondamentales. On a eu très peur que les sociétés s'intéressent aux valeurs non financières au XIXe siècle et à travers tout le XXe siècle, et au XXIe siècle, c'est exactement un modèle contraire qui est ainsi promu. Alors, est-ce que ça aura du succès? Est-ce que ça n'aura pas de succès? Il est trop tôt pour le dire. Je pense qu'à l'heure actuelle, ça n'a pas trop de succès. Bien entendu, ça reste assez verbal, mais c'est quand même typique de l'esprit du temps, même si ça reste verbal. Voilà les deux premières réalisations concrètes d'une possible transformation progressive de cette responsabilité éthique en une responsabilité véritablement juridique avec toutes les nuances que je viens d'y apporter. Eh bien, la troisième réalisation va concerner le climat. La lutte contre le dérèglement climatique. Ça, c'est un sujet qui retient toutes les attentions. Dans la classe technologie et société dont je fais partie avec quelques amis qui sont dans la salle, j'oserais dire qu'on ne parle pratiquement plus que de ça. Ça peut à certains moments en devenir un peu lassant, parce qu'il y a quand même d'autres choses dans la vie. La preuve, je vous renvoie à ce que disait Galbraith, que j'ai cité en introduction de mon exposé, mais enfin c'est un fait. Nous sommes saturés de discours politiques, économiques, sociologiques, comptables, juridiques, sur la manière de lutter au mieux contre le réchauffement climatique. Et je ne suis pas un climato-sceptique, je dis ceci pour animer un tout petit peu la partie, il est vrai que c'est le sujet du jour. Et c'est le sujet du jour qui va intéresser les juges.
D'où la question, est-ce que la dimension juridique de la lutte contre le dérèglement climatique ne nous amène pas progressivement à une sorte de gouvernement, du gouvernement des juges? Alors nous allons travailler sur quelques exemples. Je vous ai dit tout à l'heure que il y avait des milliers, 1500, je dis, contentieux climatiques ouverts dans le monde aujourd'hui, selon la recension qu'en a fait l'Organisation des Nations Unies. Il y a en Europe occidentale, 3 cas emblématiques qui font l'objet de commentaires. L'affaire Urgenda aux Pays-Bas, l'affaire Klimatzak en Belgique et l'affaire Shell aux Pays-Bas encore. Et il y a ailleurs dans le monde, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Irlande, des contentieux de la nature. Il faut bien distinguer 2 choses. D'abord, le contentieux climatique qui concerne l'action ou l'inaction des États et des pouvoirs publics, et d'autre part, le contentieux climatique qui concerne le rôle des entreprises dans la lutte contre le dérèglement climatique. Urgenda Klimatzak concerne le premier volet, les États, la décision Shell, bien entendu, la responsabilité des entreprises en matière climatique. Et je vais les traiter distinctement, même si vous allez le constater, les questions que pose ce contentieux sont en partie semblables, mais aussi en partie différentes. Pourquoi en partie différentes? Parce que la question de l'implication des États dans la lutte contre le dérèglement climatique et la question de l'implication des entreprises dans cette même lutte va se poser de manière différente eu égard au statut des uns et des autres. S'agissant de l'État, on va lui reprocher de ne pas en faire assez, de ne rien faire du tout, de ne pas utiliser ses compétences en matière législative et réglementaire pour adopter les mesures qui sont susceptibles de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Du côté des entreprises, même si l'idée est que elles sont des entités quasi politiques, ce n'est pas de cela qu'il va s'agir, elles n'ont aucun pouvoir réglementaire bien entendu, il va simplement s'agir de savoir si dans l'exploitation de leurs activités, elles prennent les mesures de précaution suffisantes pour ne pas aggraver le réchauffement climatique ou pour contribuer, si possible, à son enrayement progressif, de manière à atteindre des objectifs qui circulent dans différents instruments internationaux européens et dans certains rapports scientifiques, les fameux rapports du GIEC que nous connaissons tous. Donc, on parle de contentieux climatique et de contentieux de la responsabilité en matière climatique à propos des États et des entreprises, mais il faut quand même avoir à l'esprit que ce dont on parle sous le couvert de ces principes généraux, ce sont quand même des réalités assez différentes. Alors, s'agissant de la responsabilité des États, première observation qui aura son importance sur la manière dont le juge va intervenir, c'est une question qui se pose dans ce que j'appelle un environnement surchargé de déclarations d'intention ou d'engagements divers contractés par les États à l'échelle internationale ou dans leur ordre interne. Et je vous en donne quelques exemples. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, entrée en vigueur en 1994, et les différents protocoles résultant de ce qu'on appelle les conférences des parties, les COP, qui accompagnent l'exécution de ces engagements dans le temps. Le protocole de Kyoto, le protocole de Copenhague, le protocole de Paris, je n'en cite que quelques-uns. Les instruments européens établissant depuis 2003 des systèmes d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Le règlement européen du 11 décembre 2018 prévoyant l'établissement de plans nationaux en matière d'énergie et de climat. Et plus récemment, pour faire bonne mesure, ce qu'on appelle la loi climat européenne, découlant d'un règlement du 30 juin 2021. Et le titre donne une idée de la relative précision de ces instruments, fixant un nouvel objectif contraignant en matière climatique à l'horizon de 2050. C'est très beau, c'est un objectif contraignant. Normalement, un objectif n'est pas contraignant. Un objectif appelle des mesures qui seront contraignantes pour le réaliser, mais l'objectif mentionné, ici l'objectif est contraignant. Les différentes lois climatiques adoptées par les États qui se sont multipliées dans la dernière décennie
Et en Belgique, après l'échec de la tentative d'adoption d'une loi climatique à l'échelle fédérale, il y a effectivement un décret climat wallon de 2014, une ordonnance climat de la région de Bruxelles-Capitale de 2021 et un décret transition écologique de 2021 de la Communauté française. Alors tous ces instruments internationaux, européens, nationaux, étatiques, ils décrivent des objectifs, parfois qualifiés de contraignants, en matière de neutralité climatique, à mettre en œuvre, soit par les États signataires lorsqu'il s'agit d'un instrument relevant du droit international public, soit par l'organisation productrice de l'objectif ou de la norme lorsqu'il s'agit d'une communauté d'États, l'Union européenne en particulier, et les États qui la composent, soit quand il s'agit d'une loi nationale, un objectif à mettre en œuvre par les autorités publiques qui ont compétence en cette matière, c'est-à-dire, les mots ont tout leur sens pour un juriste, le législateur ou les organes du pouvoir exécutif. Et la question de la responsabilité, elle va donc s'appliquer aux États en tant que producteurs de normes législatives ou réglementaires, s'ils ne font pas bien, s'ils ne font pas du tout, ou s'ils ne font pas assez. Et ce contentieux climatique à l'égard des États, il va alors, vous allez le constater, se développer à différents niveaux. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, devant des juridictions constitutionnelles dans les différents États, dans un contentieux dit de légalité ou de quasi-légalité dans différents États, et puis, et c'est là la nouveauté, dans ce que nous appelons le contentieux subjectif, le contentieux des droits subjectifs, c'est-à-dire devant les juges du pouvoir judiciaire. Mais il y a ce que François Tulkens appelle une espèce de cross-fertilisation, en ce sens que les jurisprudences qui se développent sous le couvert de la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple, peuvent avoir un retentissement indirect sur la jurisprudence qui va se développer dans les ordres internes, en particulier au contentieux subjectif de la responsabilité, si l'on parle du contentieux climatique de nature judiciaire. Alors, devant la Cour européenne des droits de l'homme, il y a pour l'instant 2 requêtes qui sont en cours d'instruction. Une requête contre l'État du Portugal et une requête contre la Confédération helvétique. On va voir comment la Cour européenne des droits de l'homme va réagir, mais la littérature qui étudie le sujet a identifié un certain nombre de prémices dans la jurisprudence existante qui peuvent donner une indication sur la manière dont la Cour pourrait, si elle le voulait, se saisir de la question du réchauffement ou du dérèglement climatique. Il y a en effet, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, de nombreuses décisions déjà qui concernent non pas le contentieux climatique, non pas le dérèglement climatique au sens propre du terme, mais l'environnement en général, les dangers liés à l'exploitation d'activités caractérisées par une absence de précaution suffisante à l'égard de l'environnement et par conséquent des personnes qui vont subir dans leur chair ces dangers. L'explosion d'une usine mal conçue, l'exploitation d'une activité génératrice de produits toxiques, etc., etc. Le droit de l'environnement au sens classique du terme. Et le droit de l'environnement au sens classique du terme, il a accès au contentieux des droits de l'homme sous le couvert de 2 dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier l'article 2 et l'article 8. Les juristes aiment bien les articles, ça permet de résumer la pensée en peu de mots et en peu de chiffres. L'article 2, c'est le droit à la vie. Bah oui, la Convention européenne des droits de l'homme, elle consacre le droit à la vie dans sa dimension négative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas porter injustement atteinte à la vie d'autrui. En cas de guerre, on le peut, mais c'est une exception. Et la Cour européenne des droits de l'homme a développé une idée d'obligation positive qui implique que les États doivent prendre les mesures nécessaires pour protéger la vie dans le domaine de leur juridiction. Et par conséquent, une activité économique qui comporte un degré de dangerosité suffisamment caractérisé de par les atteintes à l'environnement qu'elle peut comporter, peut être jugée contraire au droit à la vie. Alors c'est pas l'activité de l'entreprise qui va être considérée comme contraire au droit à la vie, mais l'État qui ne prend pas les dispositions nécessaires pour encadrer ces activités et pour empêcher qu'elles se développent
dans les conditions de dangerosité inacceptables au regard de la disposition en question, va pouvoir être justiciable de la Cour européenne des droits de l'homme. Et par extension, dans la jurisprudence de la Cour, l'article 8 est aussi invoqué. L'article 8, c'est le droit à la vie privée. Le droit à une vie privée, à une vie familiale normale. Il est vrai que si vous êtes voisin d'une entreprise qui déverse des produits chimiques dans l'atmosphère, ça peut concrètement entamer votre droit à votre vie privée et familiale. Donc l'article 8 est aussi une disposition qui sera avancée dans la jurisprudence de la Cour. La question va être de savoir si la Cour va franchir le pas supplémentaire dans les deux affaires que je viens de citer, considérer que le préjudice écologique au sens propre le réchauffement climatique peut donner lieu à un recours contre des États qui n'auraient pas pris toutes les mesures en vue de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique. Ça pose des problèmes, même devant la Cour de justice, même devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça pose des problèmes parce que les juristes sont comme ça, il y a des règles. Et les règles, elles ne sont pas là pour être des règles, pour, entraver la liberté. Au contraire, les règles sont souvent là pour protéger la liberté. Il y a donc des conditions dans lesquelles des recours peuvent être introduits pour ne pas que l'on expose les justiciables à une avalanche de recours porteuse en tant que telle d'atteinte à des libertés si les recours peuvent être traités sans encadrement qui en assure la prévisibilité. Et donc, on va se poser devant la Cour de justice la question de savoir si le particulier qui intente une action fondée sur une violation du droit de l'environnement et par ricochet de l'article 2 ou de l'article 8 de la Convention a véritablement un intérêt propre à agir. Nous verrons tout à l'heure qu'une des grandes questions du contentieux climatique, c'est la question de l'action populaire. Est-ce que tout citoyen peut se prétendre affecté par une violation de l'intérêt général et porter sa contestation devant un juge? Alors que normalement, dans l'organisation politique dans laquelle nous vivons, c'est l'État et les pouvoirs constitués de l'ordre politique qui est en charge de l'intérêt général. Devant la Cour européenne des droits de l'homme, la question va se poser dans les mêmes termes, mais sous l'angle d'une notion autonome qui est la notion de victime au sens de l'article 34. Pour pouvoir introduire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, il faut pouvoir prétendre à la qualité de victime d'une violation de l'une des dispositions consacrées par la Cour, et la notion de victime suppose donc qu'on ait un intérêt propre et personnel à agir en tant que victime. C'est ce qui est prévu par l'article 34 de la Convention européenne des droits de l'homme, et ça va évidemment poser aussi la question de savoir si les associations sans but lucratif, qui ne peuvent pas se prétendre comme telles victimes à titre personnel, peuvent néanmoins indirectement prétendre l'être parce que une activité est contraire aux intérêts dont la protection entre dans son objet statutaire. Des questions qu'on va retrouver devant le juge judiciaire, mais qui se posent aussi devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, premier type de contentieux à l'égard des États, s'agissant de la problématique du dérèglement climatique, la question d'une violation éventuelle des articles 2 ou 8 de la Convention, avec les questions de recevabilité de pareil recours que ce contentieux est susceptible de susciter. Et puis il y a, s'agissant des États, un contentieux que j'appelle constitutionnel devant les juridictions constitutionnelles. Et par exemple, il y a une décision de la Cour constitutionnelle de la République fédérale d'Allemagne du 12 décembre 2019 qui va déclarer inconstitutionnelle la loi fédérale de 2018 relative à la protection du climat, dans la mesure où va-t-elle considérer l'insuffisance des réductions actuelles prévues par cette loi aggrave le niveau des contraintes qui devront être imposées après cette date pour les générations actuelles ou futures. Donc, le discours est subtil. On prend pour date pivot 2030 et la loi climat allemande prend pour date pivot 2030. Il faut réduire les productions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 d'un certain pourcentage par palier, et la Cour constitutionnelle allemande dit c'est inconstitutionnel parce que les paliers que vous définissez sont insuffisants et vont faire peser sur les générations futures, après 2030, une charge disproportionnée par rapport à celle que la génération actuelle va supporter.
voyez toute la subtilité du discours juridique. Annulation sur la base d'une disposition constitutionnelle de la République fédérale d'Allemagne qui consacre dans des termes assez voisins de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme le droit à la vie. Tout ça va dépendre évidemment dans chaque juridiction de l'état de sa constitution. Quelles sont les dispositions constitutionnelles qui permettent de donner ouverture à un recours de cette nature. Alors il y a aussi, dans certains pays, je vais vous en donner quelques illustrations, un autre type de contentieux. C'est un contentieux que j'ai qualifié de légalité de type administratif ou quasi-administratif. Bon, vous avez tous entendu parler, pour prendre une comparaison, en Belgique du Conseil d'État. Le Conseil d'État peut annuler des règlements, des décrets, des arrêtés royaux qui vont être considérés comme illégaux à la demande d'un particulier qui pourra justifier d'un intérêt à agir. C'est le contentieux objectif de la légalité. On n'est pas devant un juge judiciaire. Eh bien, vous avez ce type de contentieux de légalité qui peut conduire à l'annulation d'un règlement dans d'autres pays sous d'autres formes. Quelques exemples. Annulation par la Cour suprême d'Irlande, par un arrêt du 31 juillet 2020, du plan climat élaboré par le gouvernement comme insuffisamment spécifique pour atteindre les objectifs fixés par la loi climat irlandaise. Donc, le juge administratif ne va pas pouvoir adopter une appréciation de pure opportunité. Il va devoir se fonder sur un critère de légalité pour sanctionner le règlement qui lui est présenté, mais la frontière entre la légalité et l'opportunité dans une matière comme celle de la lutte contre le dérèglement climatique n'est pas toujours facile à établir. Même décision de même nature, le 18 juillet 2022, par la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles à propos de la stratégie de neutralité carbone du gouvernement britannique. Donc le juge administratif s'immisce dans les appréciations qu'il y a lieu de porter en matière de lutte contre le dérèglement climatique sous le couvert d'un contrôle de légalité, et la frontière entre légalité et opportunité va évidemment avoir toute son importance, même si elle est extrêmement délicate. Et j'en viens ainsi au contentieux de la responsabilité proprement dite. Cette transformation de la responsabilité éthique ou sociétale en matière environnementale et climatique en véritable responsabilité juridique, c'est-à-dire pour nous et pour vous, pour les juristes mais aussi pour les citoyens, en responsabilité que nous qualifions de responsabilité civile. La responsabilité civile, alors je vais vous citer pour introduire la partie, en m'excusant auprès des juristes spécialisés qui sont dans la salle de la banalité de mon propos, prendre pour emblème dispositions comme l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. C'est, disait de Molombe, un grand juriste du XIXe siècle, la grande loi de la sociabilité humaine. D'emblée, nous sommes à la frontière de la responsabilité sociale et de la responsabilité juridique. La responsabilité civile, telle qu'elle est traditionnellement consacrée, n'est rien d'autre qu'un développement, qu'une identification verbalement différente de ce que c'est qu'une responsabilité sociétale. Alors, il y a à ce sujet deux grandes décisions à l'heure actuelle qui sont abondamment commentées. Il y a des milliers de pages de commentaires qui sont très controversées, notamment sous l'angle, vous allez le constater, du principe de la séparation des pouvoirs. Ce sont nos grandes libertés qui sont aussi en cause. J'ai dit dans une autre conférence, en choquant un tout petit peu, que faut-il la peine de sauver une planète dont toute liberté aurait disparu, le droit à la vie contre le droit à une vie libre. Enfin, ça nous embarquerait dans d'autres considérations dont nous pourrons peut-être discuter tout à l'heure, si nous en avons encore le temps. La première affaire, l'affaire Urgenda. Urgenda, c'est une fondation de droit privé, comme il en existe beaucoup aux Pays-Bas, qui a introduit une action contre l'État néerlandais. La fondation représente des résidents néerlandais dans des régions exposées au réchauffement climatique. La Hollande est un pays plus exposé que d'autres au réchauffement climatique compte tenu des conditions géographiques dans lesquelles elle se trouve. Et donc cette fondation Urgenda introduit une action contre l'État néerlandais
et elle introduit cette action en vue d'entendre condamner l'État néerlandais, écoutez bien, à légiférer en matière climatique de telle sorte que les émissions néerlandaises de gaz à effet de serre, soient réduites d'au moins 25% à la fin 2020 par rapport à leur niveau de 1990. C'est quand même très, très remarquable pour m'exprimer de manière neutre. Voilà une décision qui va donc condamner l'État néerlandais, puisque l'action va prospérer, à légiférer de manière à ce que les gaz à effet de serre en Hollande, aux Pays-Bas, soient réduits d'au moins 25% à la fin de 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Le degré de précision de la condamnation, conforme à la demande, est quand même très remarquable. Et cette décision, elle va être fondée sur l'existence d'un devoir de vigilance que la Cour suprême des Pays-Bas va déduire de quoi? Eh bien, des articles 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, couplés avec des dispositions du Code civil néerlandais qui sont l'équivalent de notre article 382. Mais l'essentiel de la décision est fondé sur les articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont supposés avoir un effet direct dans l'ordre juridique des Pays-Bas qu'un individu, qu'une fondation de droit privé peut donc mobiliser à son profit devant un juge judiciaire pour obtenir une condamnation du type de celle dont je viens de parler. Et la question s'est posée dans le cadre des débats devant cette Cour d'une violation possible du principe de la séparation des pouvoirs. Normalement, c'est le législateur qui décide qu'on va adopter une mesure imposant une réduction des gaz à effet de serre d'au moins 25% à la fin 2020 par rapport au niveau de 1990. Ça, c'est le texte d'une loi. C'est pas normalement le texte d'une décision judiciaire. On va donc se dire, ça viole le principe de la séparation des pouvoirs. Et la Cour suprême des Pays-Bas balaye l'argument en disant pas du tout. J'ai ce que nous appelons, nous juristes, à ma disposition, une notion à contenu variable ou fluide, une notion légale, ici conventionnelle, à contenu variable ou fluide, le droit à la vie. Le droit à la vie, c'est quoi le droit à la vie? Le droit à la vie, sous le couvert de cette notion, à l'intérieur de cette notion dont les contours sont imprécis, je peux je peux rendre des décisions contraignantes pour le particulier assigné devant un tribunal. Ici, le particulier, c'est l'État qui va donc être condamné à légiférer sur la base de cette décision. Et pas à légiférer n'importe comment, à légiférer en vue d'atteindre ce résultat extrêmement précis. Et parallèlement à l'affaire Urgenda, il y a en Belgique un contentieux de même nature. C'est la fameuse affaire Klimaatzaak, qui va donner lieu à un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles en 2021, qui fait d'ailleurs pour l'instant l'objet d'un appel, donc on n'en connaît pas l'issue finale, mais l'affaire se présente dans des conditions extrêmement semblables. Mais vous allez voir, le raisonnement du tribunal de Bruxelles est beaucoup plus élaboré, si j'ose dire. Beaucoup plus élaboré, et la décision à laquelle on va aboutir est beaucoup plus nuancée. Ici, il s'agit d'une association sans but lucratif, constituée pour la protection des générations actuelles et futures contre le changement climatique, accompagnée de 58 000 personnes physiques, qui attendent donc une action contre l'État belge, en se plaignant de ce que l'État belge n'a pas légiféré de manière efficace s'agissant de la lutte contre le dérèglement climatique. L'État belge, la région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale, puisque nous sommes dans un pays où les compétences sont éparpillées entre différents niveaux de pouvoir, et donc tous ces niveaux de pouvoir sont attraits devant le tribunal civil de Bruxelles. Et les demandeurs postulent que chacune de ces composantes de l'ordre juridique belge soit condamnée à légiférer dans la sphère de ses compétences, écoutez bien, de telle sorte que les émissions de gaz à effet de serre à partir du territoire belge soient réduites progressivement par rapport à leur niveau de 1990,
48% en 2025, 65% en 2030 et 0 en 2050. C'est donc à nouveau très précis. On observera que les pourcentages sont différents de ceux qui étaient demandés devant la juridiction néerlandaise. Enfin, c'est très précis. Et la demande était ici fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil. À lire, c'est une formule juridique assez courante chez les juristes, en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ici, et la décision va être d'ailleurs rendue en ce sens, le fondement de la demande, ce n'est pas en tant que tel la Convention européenne des droits de l'homme, comme c'était le cas devant la juridiction néerlandaise, c'est la disposition du Code civil qui énonce le principe général de la responsabilité, avec en appui en quelque sorte les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui vont permettre de donner un contenu plus concret à ce devoir général de prudence qui découle de l'article 1382 du Code civil. Alors ça pose deux questions. Ça pose de nombreuses questions, mais ça en pose notamment deux. La première, c'est la question de la recevabilité, que le tribunal de Bruxelles va examiner dans beaucoup plus de détails que ne va le faire, que ne le fait la Cour suprême des Pays-Bas. Est-ce que des particuliers, même s'ils sont 58 000, il y a plus de plusieurs millions de personnes en Belgique, est-ce que 58 000 Belges ou 58 000 résidents belges peuvent attraire l'État belge devant un tribunal pour l'entendre condamné à prendre des mesures en matière climatique? Alors, en droit belge, il y a des dispositions particulières du Code judiciaire qui énoncent les conditions suivant lesquelles on peut être attrait en justice par quelqu'un. Vous ne pouvez pas être attrait en justice par n'importe qui poursuit n'importe quelle fin. C'est heureux, ça protège votre liberté. Je retourne le sujet, vous le constatez. Pour pouvoir agir en justice, il faut que le demandeur ait qualité et intérêt pour agir en justice. L'intérêt doit être né et actuel. Et l'action peut néanmoins être admise lorsqu'elle a été intentée, même à titre déclaratoire, en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé. Alors, est-ce que ces conditions sont réalisées en l'espèce? Est-ce que ces 58 000 personnes et l'association sans but lucratif peuvent prétendre être titulaires de la qualité et d'un intérêt propre et personnel à agir, d'un droit gravement menacé, d'un droit personnel qui soit gravement menacé? Alors, il y a des raisonnements très sophistiqués qui vont être conduits par le tribunal de Bruxelles, qui sont remarquables sur le plan du raffinement de la réflexion juridique. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais finalement, on va dire, bah oui, les personnes physiques peuvent agir parce que elles sont susceptibles d'être affectées par les conséquences actuelles ou futures du changement climatique, et le fait que tous les résidents belges, les 10 millions de personnes sont exposés au même risque, n'élimine pas le constat que ces personnes-là le sont aussi, et que donc elles ont aussi un intérêt propre et personnel à agir en justice. Le raisonnement, je m'empresse de le dire, est beaucoup plus raffiné que je ne vous en donne l'impression. Il y a des allusions notamment à une fameuse convention d'Aarhus qui concerne la participation des citoyens à la lutte contre le dérèglement climatique, mais je n'entre pas dans trop de détails parce que le temps passe. Et pour la SBL, c'est encore un peu plus compliqué, parce que notre Cour de cassation, elle est assez conservatrice, et elle considère qu'en principe, le fait qu'une association sans but lucratif se dote d'un objet statutaire qui vise à la protection de certains intérêts de nature collective, voire générale, ne confère pas à la SBL un droit propre à agir en justice lorsque les intérêts pour lesquels elle a été constituée sont méconnus, ou en tout cas lorsqu'elle le prétend. Non, c'est pas parce que la SBL est constituée pour la protection des droits de l'homme, pour la sauvegarde des oiseaux ou la promotion de la musique, que si à un moment donné on s'aperçoit qu'il y a de la tendrie qui porte atteinte aux oiseaux, la SBL en question peut dire, voilà, j'attaque et je vous demande la condamnation de ce que vous cessiez, voire une indemnité. Ça ne suffit pas en droit belge. C'est pas évident. Vous verrez tout à l'heure qu'on pourrait tenir un raisonnement différent. Et que dans certains pays, on tient d'ailleurs un raisonnement différent. Mais donc ici, le tribunal de Bruxelles va dire, oui, vous pouvez, la SBL a un droit d'action en justice
parce que il y a une disposition dans la Convention d'Aarhus qui prévoit que les dispositions des droits internes doivent être interprétées de manière à donner plénitude aux droits des particuliers à être associés à la lutte contre le dérèglement climatique. Et donc, vous devez interpréter les articles du Code judiciaire dont je viens de vous parler de telle sorte que la SBL puisse effectivement agir en justice. Et donc, la SBL a donc accès au prétoire. Le fondement de l'action, c'était donc, comme je vous l'ai dit, les articles 1382 ou 1383 du Code civil. Alors là se pose un problème extrêmement intéressant. Est-ce qu'un particulier, vous, moi, ou une association sans but lucratif, est-ce que 58 000 particuliers peuvent mettre en cause la responsabilité de l'État belge législateur? Énoncée comme ça, la question est un peu provocatrice. Bon, mais il y a une évolution que les juristes dans la salle connaissent bien depuis 1920, qui implique effectivement les juges judiciaires peuvent juger de la légalité du comportement des autorités publiques, des autorités exécutives, des juges. Une décision judiciaire peut être jugée fautive par un autre juge et donner lieu à des dommages et intérêts sous certaines conditions, ou dernière étape de l'évolution du législateur. Si le législateur ne légifère pas bien, eh bien l'État belge peut être condamné par justice à légiférer ou à une indemnité. Exemple célèbre dans notre pays, l'arriéré judiciaire, le fait que le législateur belge ne dote pas la justice des moyens qui lui sont nécessaires pour fonctionner régulièrement. Et donc là, ça pose des questions, et le débat n'est pas terminé, sur les limites dans lesquelles ce principe de responsabilité du législateur devant le juge peut être mobilisé. Alors il y a un cas, plus ou moins simple, qui consiste à dire si le législateur belge viole une norme supérieure à la loi, c'est-à-dire une norme de droit international ou de droit européen qui est directement applicable, une norme qui lui impose un comportement déterminé, qui n'appelle pas d'interprétation, je simplifie, eh bien, il peut engager sa responsabilité. C'est clair. Le juge n'a pas à apprécier, il lui suffit de lire. Il y a une disposition d'une convention internationale ou une disposition du droit européen qui impose telle obligation déterminée, elle n'est pas respectée, il peut y avoir matière à responsabilité. J'en ai encore pour, à mon avis, une vingtaine de minutes. Ah, d'accord. Bien. Donc ça, c'est une situation relativement claire. Restera évidemment à déterminer si l'obligation découlant du droit international et du droit européen est suffisamment précise. Mais ça, c'est une autre question. Et puis, il y a l'autre cas. C'est l'hypothèse où il n'y a pas de norme de droit supérieur qui détermine un comportement déterminé. Mais nous avons dit que le principe est que le juge peut être amené à sanctionner le comportement de l'État sur la base des principes généraux de la responsabilité. Et je vous ai lu à dessein, ou je vous ai reproduit à dessein tout à l'heure l'article 1382 du Code civil, qui dit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. Et quand il n'y a pas de norme précise et particulière à l'égard de laquelle, au regard de laquelle on puisse déterminer s'il y a faute ou pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a une jurisprudence tout à fait traditionnelle qui, dans l'hypothèse d'une faute qui ne consiste pas dans la violation d'une obligation légalement déterminée, laisse au juge le pouvoir d'apprécier quelle sera la norme de bonne conduite, quel sera le devoir général de prudence et de diligence qui devait être respecté dans la situation concrète considérée qui donne lieu à l'action. Ça, personne n'a jamais considéré que c'était porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de norme écrite, le législateur s'est abstenu de dire quoi que ce soit à propos de la situation considérée, ben, on ne va pas rester dans le vide. Et donc il appartient au juge, dans chaque cas particulier, de déterminer lui-même, en fonction d'une identification des attentes du corps social à un moment donné, quel aurait été le comportement adopté par un bon père de famille dans la situation considérée. Alors ça ne choque pas parce qu'on dit, oui, ben, c'est dans une situation particulière, il va dégager un devoir de la situation concrète qui lui est soumise. Mais dans la logique du raisonnement, il ne peut considérer que une imprudence a été commise
que par rapport à une règle qui détermine ce que c'était que le comportement prudent. Cette règle, elle est non écrite. C'est donc lui qui va, à l'occasion du cas concret, la définir. Mais il est vrai qu'elle ne reste applicable qu'au cas concret pris en considération. Donc, la responsabilité de l'État législateur est possible et le juge, ici, dans cette décision, applique cette notion. Ben oui, le législateur belge ne s'est pas comporté comme un législateur normalement diligent en n'adoptant aucune mesure s'agissant du dérèglement climatique. Je simplifie. À l'appui de ce raisonnement, le juge va évidemment invoquer un certain nombre de précédents et la foultitude de déclarations d'instruments internationaux qui fixent des objectifs, les rapports du GIEC. Donc voilà, il y a une tendance générale quand même qui, autour de moi, indique que la lutte contre le dérèglement climatique, c'est quelque chose qui doit retenir l'attention de tous et donc du législateur en particulier. Donc si le législateur ne s'y intéresse pas, il ne se comporte pas comme un législateur normalement diligent et prudent. Constatation de la faute pour ce motif. Si on était aux Pays-Bas, la conséquence qui en serait tirée, c'est de dire, ben voilà, il faut donc adopter une législation qui conduit à une réduction des gaz à effet de serre de 48, enfin je ne sais plus combien, là, 48% en 2025, 65% en 2030 et 0 en 2050. C'est ce qui était demandé. Et ce qui a été accordé sous d'autres pourcentages devant la juridiction néerlandaise. Et ici, le juge belge va être beaucoup plus prudent. Il va dire, attention, ce que vous me demandez, ça je ne peux pas vous l'accorder. Je peux constater la faute, parce que rien n'a été fait. Mais je ne peux pas m'immiscer dans une appréciation d'opportunité qui consiste à fixer moi-même les pourcentages de réduction qui doivent être mis en œuvre pour atteindre les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique. Donc là, je m'arrête. Je constate la faute, je déclare qu'il y a eu faute, mais je rejette l'action en tant qu'il m'est demandé de condamner l'État à adopter des mesures avec ces pourcentages particuliers. Alors, c'est platonique, effectivement. C'est platonique. C'est platonique, mais ça donne quand même un signal. C'est platonique, mais ça donne quand même un signal. Et surtout, mon commentaire, c'est que si la demande avait été autrement formulée, peut-être que le juge aurait accepté de prononcer une condamnation. La demande ici, elle est formulée en termes trop précis, en quelque sorte. Qu'on condamne l'État belge à prendre des mesures en vue de, et puis que l'État belge, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives d'appréciation, puisse définir les mesures particulières, ça c'est autre chose. Ici, donc la demande était tellement précise que le juge, qui doit statuer sur la demande telle qu'elle lui est présentée, dit ça je ne peux pas aller jusque-là. Donc vous voyez que, à propos du même problème, qui se pose dans les mêmes conditions, à propos de demandes formulées dans des termes pratiquement semblables, les décisions peuvent être différentes en fonction des réflexes que l'on peut avoir par application en particulier du principe de la séparation des pouvoirs. Et il y a évidemment beaucoup d'autres considérations qui mériteraient d'être développées à ce sujet. J'en arrive, et nous avons presque fini, au contentieux Shell. Le contentieux Shell, c'est un contentieux d'une autre nature, puisqu'il s'agit ici de la mise en cause de la responsabilité d'une entreprise privée. Royal Dutch Shell exploite une activité que je ne dois pas vous décrire, et cette activité est génératrice de gaz à effet de serre, aux Pays-Bas en particulier, et la question va donc être de savoir si elle peut être condamnée pour ne pas prendre, pour ne pas avoir mis en œuvre des mécanismes protecteurs qui impliqueraient une diminution de ces gaz à effet de serre dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique dont je vous entretiens depuis maintenant trop longtemps. Et donc il y a de nouveau des associations et des fondations de droit privé néerlandais qui attaquent le groupe Shell et qui demandent que le groupe Shell soit condamné, limité
la diffusion totale de CO2 dans l'atmosphère résultant de ces activités et des produits mis en circulation au titre de celle-ci, de telle sorte que le volume d'émissions soit réduit de 45% à la fin de l'année 2030 par rapport au niveau 2019. C'est la même idée, mais c'est la même chanson, mais les paroles ne sont pas la même, puisque les pourcentages sont différents. Ce qui peut-être est une indication sur le fait qu'il faudrait peut-être centraliser la problématique pour avoir une vision commune sur les mesures adoptées. Ici, c'est un commentaire. Et donc, le groupe Shell, entreprise privée, est assigné en vue d'une telle condamnation, et les tribunaux des Pays-Bas, le tribunal de première instance de La Haye, je pense, va donner raison aux demandeurs. L'affaire est pour l'instant aussi en appel. Et ici, ce qui va être reproché au groupe Shell, c'est donc la violation d'un devoir de précaution déduit d'une disposition du Code civil néerlandais qui est l'équivalent de notre article 1382 du Code civil belge. C'est une disposition du Code civil néerlandais qui énonce le devoir général de prudence et de diligence, d'attention normale aux intérêts légitimes d'autrui. Et donc le tribunal va dire oui, effectivement, en vous comportant comme vous le faites, vous ne respectez pas ce devoir d'attention aux personnes qui vivent aux Pays-Bas, dans cette région en particulier, et donc je vous condamne, jaloux la demande, je condamne le groupe Shell à faire en sorte de réduire la diffusion par ses activités de gaz à effet de serre de telle sorte que le volume d'émissions diminue selon les pourcentages que je viens de vous indiquer. Alors ça pose évidemment d'autres questions. Il y a deux réactions. Il y a évidemment ceux qui ont applaudi en disant voilà une étape importante franchie dans la lutte contre le dérèglement climatique. Et puis il y en a d'autres qui disent oui mais attention, ça devient quand même un peu limite ici. Voilà un juge qui, à l'égard d'une entreprise privée, va la condamner à faire ceci, alors que ses concurrents, quant à eux, puisqu'ils ne sont pas entrés dans le prétoire et que la décision ne vaut que pour cette entreprise, sont libres de continuer à se comporter comme ils le font. Est-ce qu'il n'y a pas une discrimination, une violation du droit de la concurrence? Réponse du tribunal, non, pas du tout. J'énonce une règle, et il est évident que toute action contre une autre entreprise poursuivant les mêmes fins connaîtrait le même sort devant quelque tribunal, qu'elle soit intentée. Ce qui est peut-être un peu théorique, mais enfin, le raisonnement juridique tient. Et donc, pas de violation du droit de la pas de violation du principe de non-discrimination. À nouveau, je simplifie. Quant au principe de la séparation des pouvoirs, il n'est pas non plus violé, puisque j'ai le pouvoir, moi juge, dans le cadre de la sanction de la violation du devoir général de prudence qui n'est pas autrement légalement défini, d'identifier, par mes propres moyens, en humant l'esprit du temps, quel doit être le bon comportement dans la situation considérée. Et il est vrai que sur le plan du droit de la responsabilité à l'état pur, ça ne viole pas la disposition équivalente à celle de l'article 1382 telle qu'elle figure dans le Code civil. D'autres diront, oui, mais ça a quand même un impact pour les tiers, et donc vous êtes quand même à la limite, et ce n'est pas acceptable. Il y a donc du pour et il y a du contre, et les argumentaires, croyez-moi, sont extrêmement sophistiqués et extrêmement développés des deux côtés. Donc il y a un malaise. J'en terminerai par là, puisque le temps passe. Il y a un malaise. Il y a manifestement une volonté forte de la part du juge judiciaire de pouvoir s'emparer de la problématique du dérèglement climatique. Je ne porte pas de jugement de valeur, c'est un fait. Il y a d'ailleurs dans la société une forte demande en ce sens, mais il subsiste un malaise quant à la question de savoir si le contentieux des droits subjectifs, qui est le contentieux judiciaire, est vraiment le mieux armé pour pouvoir répondre aux expectatives en la matière. Il y a des questions qui intéressent les libertés, notamment sous l'angle du principe de la séparation des pouvoirs. Garant des libertés du citoyen, puisqu'il ne s'agit pas d'exposer chacun à la vision de l'autre quant à la conception qui doit prévaloir en matière d'intérêt général ou d'intérêt collectif.
C'est un débat qui divise profondément les juristes à l'heure actuelle. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails parce que le temps a passé trop vite, en tout cas pour moi. C'est un débat qui donne lieu à l'intérêt du législateur en tant que tel, parce que dans certains pays, on tente de résoudre le problème autrement. Mais c'est pas inintéressant. Les solutions qui sont proposées sont parfois un peu provocatrices. En Nouvelle-Zélande, en Espagne, dans certains États américains, on attribue la personnalité juridique à la nature ou à certains éléments de la nature. Un lac a reçu la personnalité juridique en Espagne, de manière telle qu'il puisse agir en justice si son intégrité en tant qu'élément de la nature est mise en cause, dans le cadre du réchauffement climatique par exemple. Vous allez me dire, mais il va agir en justice comment? Si le législateur s'empare du sujet en attribuant la personnalité juridique à un élément de la nature, comme on peut attribuer la personnalité juridique à un groupement de personnes physiques, il va évidemment organiser sa représentation et prévoir par conséquent que l'action du lac, des arbres ou de l'élément de la nature considéré pourra être introduite, mobilisée, activée par tel organisme. Par exemple, les associations sans but lucratif qui se dotent du sujet, qui se dotent de la protection de cet élément de la nature comme finalité de leur existence. Provocateur, mais techniquement irréprochable. En France, on a conçu un système plus spécifique, depuis un certain temps déjà, qui consiste à reconnaître l'existence d'un préjudice écologique à l'état pur. Parce qu'une des difficultés, à la fois sur le plan de l'intérêt à agir, sur le plan de la réparation possible, c'est que on est toujours à la recherche d'un préjudice subi personnellement par ceux qui agissent. Or, si j'agis contre un futur réchauffement climatique qui aura des conséquences pour les populations à venir, je peux prétendre avoir un intérêt moral à ce que ça ne se produise pas. Enfin, on est peut-être en train de jouer sur les mots. Je n'ai pas un intérêt véritablement personnel et je ne subis pas un préjudice personnel immédiat quant à cette probabilité qui peut-être d'ailleurs ne viendra jamais. Si Andromède s'écrase sur la Terre d'ici là. Il y aura donc un problème de lien de causalité aussi. Andromède, c'est... Voilà. Et donc en France, on a tenté de résoudre le problème autrement en donnant une définition spécifique au préjudice écologique. C'est une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Ou, donc, une atteinte aux fonctions de l'écosystème, c'est en soi un préjudice écologique qui va pouvoir être réparable au titre du droit de la responsabilité, ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme, pas aux bénéfices tirés par certains individus, par certaines personnes, aux bénéfices collectifs tirés par l'homme en général. Alors, il va falloir évidemment organiser l'action en réparation, et l'action en réparation, elle va être ouverte, à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. On a peur de se détacher de la tradition, mais on va dire tel que. Alors on va énumérer une série de personnes à l'égard desquelles l'intérêt à agir ne sera pas discutable, puisque la loi le reconnaît elle-même. Et parmi ces personnes, il y aura les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date d'introduction de l'instance, qui ont pour objet la protection de la nature ou la défense de l'environnement. On résout ainsi le problème par une disposition légale particulière et exceptionnelle par rapport au principe traditionnel. La réparation sera une réparation en nature. On va donc condamner le contrevenant à remettre les choses dans l'état dans lequel elles auraient dû rester. Et si la réparation en nature n'est pas possible, ce sera une condamnation à une indemnité qui devra être affectée à la réparation du dommage ainsi occasionné, du dommage ainsi causé. Donc, un régime spécifique, sui generis, dirons-nous, basé sur une définition nouvelle et particulière de la notion de préjudice. Alors, j'en termine par une proposition.
Nous sommes tous convaincus, je pense, qu'il faut lutter contre le dérèglement climatique. Il n'y a sans doute pas beaucoup de climato-sceptiques dans la salle, je n'en suis pas un. Mais on doit trouver un système équilibré. Il n'y a peut-être pas de raison véritablement déterminante qui justifie que tous les autres impératifs de la vie en société soient sacrifiés de manière absolue à la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a notamment des principes de liberté que le système de répartition des pouvoirs dans les démocraties représentatives consacre et protège. Et nous voyons, il y a un malaise, c'est certain, que les raisonnements qui doivent être élaborés à l'appui du succès des actions climatiques devant le juge judiciaire sont des raisonnements tellement sophistiqués qu'ils en perdent parfois un peu de leur crédibilité. Ils sont intelligents, il y a un juridisme extrêmement raffiné qui est mobilisé au soutien de ces décisions, mais l'excès de raffinement peut parfois se retourner contre son auteur. On a dû beaucoup chercher pour trouver la voie qui permette d'aboutir au résultat voulu et recherché. Alors est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Et la voie que je vais suggérer n'est pas une voie qui est véritablement originale. On la trouve en esquisse dans la réglementation européenne et dans la toute récente directive sur le devoir de vigilance. Le risque climatique, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est un risque systémique. C'est un risque dont l'écosystème, qui concerne l'écosystème. La notion de risque systémique, elle ne nous est pas inconnue. Il y a un cas très concret où le risque systémique est traité de manière spécifique partout dans le monde, enfin dans le monde qui partage notre écosystème. C'est le risque systémique en matière financière que nous avons connu avec la crise de 2008. Le risque auquel le système financier dans sa globalité peut être exposé, il est traité comment? Il est traité sous le couvert d'une notion connue, c'est la notion de contrôle prudentiel. Après 2008, on a mis en place une autorité bancaire européenne en particulier, et d'autres autorités en matière financière, qui ont pour mission de contrôler prudentiellement les acteurs du système. Bon, en droit financier, je ne vais pas dire que c'est facile, mais les critères sont peut-être un peu moins fouillants qu'en ce qui concerne le dérèglement climatique, mais les banques, pour le dire de manière très simple, sommaire, je m'excuse auprès des spécialistes, elles doivent respecter un certain nombre de coefficients de fonds propres qui garantissent leur liquidité et leur solvabilité. Parce que leur illiquidité et leur insolvabilité met le système économique et financier dans sa totalité en danger, la crise de 2008. Ça s'est confié à une autorité administrative indépendante, la Banque nationale en Belgique, autrefois la Commission bancaire, l'autorité bancaire européenne et des autorités équivalentes aux États-Unis. Est-ce que, même si son objet est évidemment fondamentalement différent, le profil du risque climatique est tellement différent du profil du risque systémique en matière financière? C'est toujours un risque auquel le système est exposé, et donc la suggestion serait de créer un système de contrôle prudentiel du risque climatique qui permet d'échapper et d'éviter toutes les difficultés liées à l'introduction de ces actions devant le juge judiciaire. Et ce que je dis n'est pas si originel. Vous avez cette directive européenne très récente sur le devoir de vigilance qui, effectivement, tente à imposer aux entreprises des mesures de précaution en matière environnementale, un devoir de vigilance. Les États membres veillent à ce que les entreprises fassent preuve d'un devoir de vigilance en matière de droits de l'homme et d'environnement, tel que défini dans d'autres dispositions. Il faudra évidemment que la directive soit transposée dans les États membres. Et parmi les mesures qui sont destinées à assurer le respect de ce devoir de vigilance, eh bien, on prévoit dans l'article 17 de la directive en question l'institution d'autorités de contrôle. Chaque État membre désigne chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités de contrôle chargées de surveiller le respect des obligations prévues dans les dispositions nationales adoptées en application des dispositions de la directive. C'est presque mot pour mot la reproduction de la mission de contrôle prudentiel qui est allouée aux autorités
européenne en matière financière, en particulier à l'autorité bancaire européenne. Je termine sur cette suggestion et je vous remercie de votre patience et de votre attention.